Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer ce webinaire aujourd'hui avec vous pour un rétex sur la transition vers la direction des services numériques. Alors, en titre de préambule, ce webinaire est un retour terrain sur ces démarches de transition vers la DSN. Il y aura en fin de séance une séance de questions-réponses qui est prévue en fin de présentation. Et donc, vous pouvez vous poser vos questions tout au long de cette heure voilà, d'échange dans le canal QR. Les micros donc, et caméras sont coupés et ce webinaire sera enregistré et disponible par la suite. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, je suis accompagné de trois directeurs de la belle région du Grand Est, excusez-moi, mais que je remercie déjà très sincèrement de consacrer un peu de temps au partage de leur expérience. Je vais les laisser se présenter d'abord. Je commence. Oui, allez, à toi Hilde. Allez, donc moi, Hilde Vier, je suis directrice des services numériques pour le GHT de Champagne. Et Très bien, donc, je te on remercie. présente l'établissement aussi. Oui, oui, en quelques Oui. mots, oui, oui. Donc, le GHT de Champagne, c'est 14 établissements, dont le CHU de Reims, donc établissement support. On a 8 hôpitaux et 6 établissements médico-sociaux. Et donc, en tout, il y a plus de 13 000 professionnels et 6 000 lits et places sur le GHT de Champagne. Très bien. Laurent? Oui, bonjour à tous. Laurent Carmusic, directeur des services numériques du CHR Metz-Thionville et du GHT Lorraine. Donc, l'établissement support est le CHR de Metz, bien évidemment, de Thionville. Et dans ce GHT est composé de 6 établissements. Voilà. Donc, le CHR a à peu près 2000 lits. Et les établissements partis, on est un peu moins de 4000, je crois. Et on gère à peu près 8000 agents. Très bien, je te remercie. Jean-Christophe? Et donc Jean-Christophe Calvo, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis en responsabilité d'un département sur le CHU de Nancy et sur le GHT Sud-Lorraine, donc un département dont le nom est affiché et qui est très long, donc je ne vais pas me lancer dans cette lecture, mais qui regroupe les équipes informatiques, les équipes biomédicales et une structure médico-administrative où on retrouve principalement la coordination des secteurs médicaux et la gestion des archives. Et en plus de cette responsabilité, je suis coordinateur de la Commission nationale du numérique des CHU. Parfait, je vous remercie. Alors moi-même, je suis Alain Crépiti, hein, je suis manager chez Welium et consultant. Donc aujourd'hui, je vais jouer le rôle de modérateur, on va dire d'animateur de ce webinaire. Alors, on va attaquer d'abord par fixer un tout petit peu le sujet autour de trois grands enjeux, puisque finalement, réussir la transformation de la DSI, c'est réussir finalement à travailler sur ces trois grands enjeux qui sont faciliter le quotidien, excusez-moi, il y a une petite faute, le quotidien des professionnels, développer les usages du numérique et transformer son organisation. Le webinaire va traiter beaucoup des sujets d'organisation, mais en fait, ce sont ces trois enjeux qui seront évidemment traités dans le cadre de ce webinaire. Alors, maintenant, je souhaitais poser finalement la problématique. Il s'agit pour nous de comprendre finalement en quoi l'organisation en DSN est-elle mieux à même de créer de la valeur en conjuguant différentes dimensions qui sont en pleine évolution. Donc ces dimensions, nous en avons six aujourd'hui en ligne de mire. Le portefeuille d'actifs numériques, qui peut être avec du système d'information, du biomédical, de la téléphonie ou tout autre domaine d'ingénierie. Des technologies, de l'innovation, hein, qui sont de plus en plus complexes et avec de plus en plus de variétés. Il y a aussi des extensions territoriales au travers des groupements hospitaliers de territoire ou tout simplement des parcours de soins qui sont installés entre différents établissements, les ressources humaines qui ont des niveaux d'exigence supérieurs, hein, qui sont importantes, des conditions de travail également, hein, qui sont importantes, avec une pression sur les compétences, et puis ce cœur de métier du numérique qui commence à s'étendre avec en effet des directions, hein, on en parlera, qui peuvent intégrer des secrétaires médicaux, des archivistes et tout autre métier qui en fait traditionnellement n'était pas dans le cœur de métier numérique. Enfin, il y a l'usager
qui devient un acteur de plus en plus évidemment intégré dans les travaux des DSN avec les patients, les résidents et même les aidants. Alors, la question que je voulais vous poser, donc je me tourne vers nos invités, c'est en fait pour vous, qu'est-ce qui fait l'ADN de votre DSN? Comment vous définiriez l'ADN de votre DSN? Alors, Hilde, si tu veux un peu nous partager ta vision de ta DSN. Alors, nous, on est vraiment là, c'est ce que je répète toujours aux agents pour apporter, voilà, faciliter la vie des soignants au jour le jour et fluidifier les parcours des patients. Donc, on essaye de tout réorganiser dans ce sens. On a mis en cause voilà, notre organisation et là, pour qu'un soignant puisse poser un projet, enfin, j'y reviendrai plus tard, on permet aux soignants de poser un projet et donc on essaye de créer cette synergie avec les soignants, que ce soit vraiment eux qui définissent au plus proche leurs besoins et qui soient à même de questionner et de revoir leur organisation en conséquence. Pour moi, l'hôpital est en train de vivre une crise et il a besoin de se transformer. Les outils numériques sont vraiment un levier de cette transformation en profondeur. Et pour ça, pour qu'on arrive à faire en fait ce switch, cette transformation, on a besoin que la DSN et les soignants travaillent en synergie. Et donc, on est en train de muter la DSN pour arriver à ça. Très bien. Qui veut prendre la suite sur l'ADN de sa DSN? Jean-Christophe ou moi? Bon, Bon, d'accord. Laurent, peut-être? Laurent, vas-y, dis-nous. Oui, oui, très bien. Ça rejoint totalement ce que Hilde évoquait, c'est que la DSN est vraiment au service des usages. Comment améliorer le quotidien dans la prise en charge patient, prise en charge coordonnée au service des soignants et des médecins et de tous les agents en général. On est là pour transformer et apporter de nouveaux moyens sur l'ensemble de nos projets, sur l'usage, la réutilisation des solutions et surtout être force de proposition pour la transformation du numérique, puisque maintenant il n'y a quasiment plus aucun sujet qui ne parle pas de numérique. En tout cas, on est vraiment au service et on est en veille technologique permanente pour apporter des réponses, contribuer à des mises en œuvre qui peuvent aider l'ensemble de nos agents et de nos professionnels au service des patients. Très bien. Et pour Jean-Christophe? Alors, enfin, du coup, voilà, je vais rejoindre totalement mes collègues. L'organisation qu'on a mise en place, alors du coup, c'est vrai que j'ai évoqué la notion de rapprochement des secteurs, à la fois sur l'informatique, le biomédical et les secteurs médicaux, et la gestion des archives, c'est typiquement là-dessus. C'est que du coup, on voit que le numérique transforme complètement les métiers et doit être accompagné pour que du coup cette transformation se passe bien, ce qu'on passe l'accompagnement au changement. Et c'est le choix qu'on a fait en créant mon département parce que du coup, sur l'exemple des secrétaires médicaux, on voit que le numérique, sur des sujets qui maintenant sont matures, comme la reconnaissance vocale, comme la prise de rendez-vous en ligne, comme la dématérialisation tout court en fait du papier pour passer au numérique, transforme complètement cette activité qui est cruciale dans l'établissement et offre l'opportunité de renforcer avec ce temps gagné tout ce qu'on va appeler plus l'assistanat, notamment au corps médical. Et donc, c'était vraiment cette logique, à un moment donné, pour qu'un projet réussisse, il faut qu'on puisse aligner les différents acteurs au bon moment. Et donc, voilà, on avait fait ce choix de fusionner quelque part les équipes sur ces corps de métier pour à la fois sur ce qu'on va plus appeler le biomédical, et être sur une logique j'accompagne, je transforme et je renforce en termes de sécurité, en termes d'exploitation exploitation de la data et tout ce qui est secret médicaux, archives, j'accompagne en pilotant et en amenant une cohérence cette transformation. Donc, on a déjà posé une organisation au travers de ce département-là pour accompagner ces projets. Et ensuite, on a pu créer, alors c'était le terme que Hilde a utilisé, c'est le bon terme, une synergie avec la direction des soins, avec la commission médicale d'établissement, pour pouvoir mener des projets de déploiement du numérique avec plus que du sponsoring métier fort, du copilotage. Et je trouve que c'est la clé, comment répondre à ces enjeux, cette transformation dont on a besoin et dont le numérique est la clé parce que voilà, l'hôpital est dans un certain niveau de tension, il y a des problématiques de ressources humaines
Et le numérique doit être un gain de temps, doit amener du gain de temps. Et pour bien l'amener, il faut être sûr que les outils ils sont bien utilisés. Et si on a des synergies qui sont fortes avec les utilisateurs, si on a un temps de présence fort dans les services, on va pouvoir s'assurer que le numérique n'est pas un irritant, mais bien une solution à une problématique ou à des besoins qui ont pu être exprimés. Donc voilà, Très en bien. synthèse, une organisation pour répondre au plus près des besoins et plus qu'une coopération, un copilotage, un partenariat fort, on peut l'appeler comme on veut, mais avec les métiers de l'hôpital. Complètement. Donc en fait, pour le coup, un ADN qui se rejoint entre tous les trois avec des logiques qui sont tout à fait complémentaires et qui vont dans le même sens. Euh, Allons voir maintenant la question du levier, parce que sur la base de cette manière de fonctionner et de cette philosophie, finalement, on va identifier les leviers de transformation pour construire la DSN. Alors, on va interroger cinq axes. D'abord, les choix stratégiques sur lesquels vous avez pu aller, la gouvernance et le pilotage des métiers, la culture des usages, les nouveaux métiers de la DSN et l'organisation territoriale. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite par les choix stratégiques. Alors avec une question que je vous pose finalement, c'est quel choix stratégique faut-il opérer pour que les équipes de la DSN trouvent du temps pour le développement des usages, au-delà de l'impératif du maintien en conditions opérationnelles, réglementaires et sécuritaires du millefeuille applicatif. Donc c'est un peu l'injonction paradoxale. Et donc voilà, la question c'est de voir quels sont les leviers pour essayer de répondre à cette question-là en taille de taille critique, de maturité, d'équilibre entre le build et le run, d'externalisation, de priorisation des usages, ou même de Green IT, qui peuvent amener également des solutions. Pour toi, Laurent, comment tu positionnes tes choix stratégiques dans ta DSN? Euh, Pour la DSN, en fait, c'est soit stratégique de réorganisation pour essayer de redonner du temps pour développer les usages, parce que c'est bien ça le cœur du sujet. C'est comme tu le disais tout à l'heure, il faut trouver le juste équilibre entre le maintien en condition opérationnelle, qui est chronophage, parce que comme on nous demande de mettre de plus en plus de choses et que le nombre d'effectifs chez nous n'augmente pas forcément proportionnellement, il faut aller vers l'efficience, vers le fait de trouver les bonnes compétences, les bonnes ressources et essayer de les conserver. Donc ça, et aussi essayer de séparer un peu les fonctions pour éviter de créer de la frustration au sein des équipes. Donc le maintien en condition opérationnelle est une chose essentielle puisque sans ça, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Mais par contre, pour développer des usages, il faut aller chercher les talents là où ils sont, donner du sens à ce qu'il y a et aussi travailler en forte synergie, comme disaient mes collègues tout à l'heure, en forte synergie avec le terrain pour pouvoir avancer sur tous ces sujets-là, en fait. Voilà. D'accord, complètement. D'accord. De l'appétence aussi, tu me parlais d'appétence des équipes. Mais par exemple, si je prends l'exemple de la biologie et du logiciel SGL de territoire qu'on a mis en place, la personne qui travaille chez nous travaillait fortement plutôt côté système d'information numérique. Et Mhm. petit à petit, elle a pris un peu le lead en lien avec les biomédicaux sur la connexion et les différents éléments, et est devenue une ressource importante, doublée bien évidemment au niveau du labo de territoire. Et ce qui fait que ça amène vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'efficience, ça a amené vraiment du sens et ça a permis aussi un rapprochement fort chez nous entre les équipes biomédicales et aussi le côté informatique sur lequel on n'était pas que bridé dans notre espace, entre guillemets, mais on allait vraiment pour travailler ensemble avec d'autres services métiers, et notamment le bio chez nous, et aussi au service des usages, forcément sur tout ce qui a été mis en place pour réaliser ces actions-là, puisqu'on a connecté quatre établissements autour sur des résultats avec des dossiers patients différents, et aussi D'accord, on a généré les prescriptions qui vont avec directement dans les logiciels, ce qui a apporté une meilleure efficience et finalement redonné du temps au service. d'accord, très bien. Et à Nancy? Je pense que déjà enfin, le constat de départ, et ça, Laurent vient de le signaler, c'est que au niveau, enfin, ces dernières années, on crée de l'actif au niveau numérique. Alors, quand je parle d'actif, voilà, on répond à de nouveaux besoins, on a de nouveaux logiciels, et finalement, le périmètre du système d'information
il s'agrandit, je ne vais pas dire tous les jours, mais toutes les années, ça c'est une certitude. Ce qui est différent de beaucoup d'autres secteurs de l'hôpital, puisque on ne va pas créer de lits, on ne va pas créer spécialement de nouveaux bâtiments. Si on en crée, bah, c'est parce qu'on détruit des anciens et on se modernise. Sur le numérique, bah, on voit que le numérique prend de plus en plus de place parce que c'est une vraie solution, c'est une vraie attente, et ça fait partie maintenant aussi du quotidien de la vie des gens. Donc il n'y a pas de difficulté finalement à amener des outils bien conçus à la condition de l'accompagner. Donc, par rapport à ce constat, et Laurent l'a signalé, malheureusement, on n'a pas créé des postes dans le numérique pour accompagner cette croissance-là. Donc, il a bien fallu trouver des solutions, et c'est exactement la question que vous posez, c'est comment on va trouver du temps. Et pour trouver du temps, bah, voilà, il y a pas 50 000 solutions. À un moment donné, il y a la logique de l'externalisation. Donc ça, c'est quand même un des premiers axes, se dire bah, pour dégager du temps, pour faire quoi bah, pour faire quoi, c'est pour pouvoir s'assurer que comme j'ai mentionné lors du premier point, que les utilisateurs sont bien accompagnés, puisque c'est là où on apporte de la valeur auprès des professionnels, c'est quand on est près d'eux, qu'on les accompagne en temps réel. Et pour les accompagner en temps réel, ben, il faut pouvoir dédier des personnes sur ce sujet-là. Et je vais prendre un exemple, et après je reviendrai sur la partie externalisation. Des choses qu'on a fait, c'est on a déployé la reconnaissance vocale il y a maintenant plusieurs années, et ça a été vu, ça a été un échec. Les premiers, je ne vais pas dire autrement, les premiers temps ont été un échec parce que ça a été vu comme un transfert de tâches importantes des secrétaires vers le corps médical. Plutôt qu'une solution pour arriver à gagner du temps et apporter de la valeur, ça a été vu vraiment comme un transfert de tâches. Et donc, ça a été rejeté massivement plutôt que d'en voir l'opportunité. Alors, on a eu la chance qu'on a eu des sponsors qui sont sortis du terrain, puisque du coup, certaines personnes ont joué le jeu et ont vu tout de suite l'apport que ça pouvait leur apporter. Et ce qui fait qu'on a pu quand même avoir des relais et un dialogue et des témoignages qu'on a fortement utilisés pour pouvoir améliorer cette situation. Et à un moment donné, c'était il n'y a pas longtemps, c'est il y a une année et quelques, qu'on a eu une transformation. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à libérer du temps pour dédier une personne, un profil secrétaire médical en l'occurrence, pour former sur le terrain. Pas les tutos, parce qu'on voit que on a à peu près tout essayé en termes de formation, des tutos, des portes ouvertes, des choses comme ça. Et le manque de temps de l'ensemble des professionnels fait que c'est une vraie difficulté et la formation est une vraie difficulté. Donc, on a décidé de tester une approche qui soit plus, j'ai un électron libre qui tourne en permanence dans les services et puis qui se rend disponible. Si vous avez besoin de moi, je peux vous montrer le truc. Ou, ah bah attendez, j'ai vu que vous avez fait comme ça, bah, je vais regarder, vous positionner et vous faites ça. Et on a explosé les chiffres en termes d'utilisation de la reconnaissance vocale. On a vraiment plus que boosté parce que maintenant, j'ai plus les chiffres en tête, mais on doit être au-delà d'un 80% d'utilisation de la reconnaissance vocale grâce juste à un ETP, pas plus, un ETP sur 700 médecins, sans compter les internes, qu'on a pu dédier à ça. Et on a continué cette logique plutôt sur la partie dossier patient en se disant bah, ça marche bien, bah, on va dédier 2 ETP parce que le dossier patient, il y a des nouvelles versions qui arrivent 2 fois par an et en fait on les accompagne pas bien et on voit tout de suite des témoignages et ça fait plaisir parce que j'en ai pas vu beaucoup ces dernières années, des témoignages de gens qui soulignent bah, merci pour le service, je ne savais pas que vous aviez cette approche et ce service qui pouvait être disponible. Et donc on voit que l'accompagnement, enfin j'insiste là-dessus, c'est la clé. Et donc pour pouvoir le faire, bah, il faut libérer du temps. Et il faut libérer du temps comment? Et ben si on ne peut pas créer de poste pour pouvoir renforcer ça, et ben, il faut passer par de l'externalisation. Et c'est ce qu'on fait à Nancy, c'est qu'on va regarder quels sont les services qui nous sont apportés par des prestataires mais pas une externalisation ou juste de l'hébergement qui n'a aucune valeur ajoutée parce que la charge de maintenance resterait la même, mais je vais acheter un service d'infogérance par exemple. C'est ce qu'on a fait sur la partie dossier patient, c'est ce qu'on a fait sur l'imagerie, en disant bah voilà, je vais délocaliser toute la gestion des incidents, c'est le prestataire qui le fait, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a des SLA qui ont été identifiés, et donc je dégage mes équipes de la gestion des incidents, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, c'est le prestataire qui a un engagement. Alors ça a un coût financier, c'est vrai. Par contre, je dégage du temps et j'apporte de la valeur et je suis auprès des professionnels et on voit tout de suite la différence que ça peut apporter. Donc Oui, voilà un peu comment on oui, s'organise. Alors naturellement, il y oui. a les chantiers, bah, on ne peut pas tout faire. Donc typiquement le Green IT, clairement, ça c'est des choses, aujourd'hui, on n'a pas encore été. Enfin, je le dis de manière très humble. Je sais que ça nous rattrapera à un moment donné, mais à un moment donné, on est là aujourd'hui, on est sur Nancy plutôt sur accompagner les utilisateurs pour essayer de gommer cet irritant informatique du fait d'outils pas complètement modernes qu'on peut proposer à nos professionnels.
D'accord. Donc si oui, cibler avec des ressources et puis externaliser si besoin. De ton côté, Id, quelle a été ton approche pour le coup par rapport à cette question et cette injonction? Bon, on se rejoint beaucoup, hein. Tu as choisi trois D'accord. identiques, mais moi je suis vraiment, vraiment dans l'accompagnement terrain. On en parlait encore, voilà, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Et on peut prendre le logiciel le plus pourri avec beaucoup, beaucoup d'accompagnement. On va réussir à ce que l'utilisateur puisse voilà, arriver à certains besoins, à combler certains besoins. Alors qu'avec le meilleur outil du monde, s'il n'y a pas enfin, voilà, un accompagnement de l'utilisateur, il peut ne jamais être utilisé. Donc ouais, moi je suis vraiment axée accompagnement terrain au maximum. Ouais. On essaye de même lorsqu'on déploie un logiciel, être là de nuit pour les équipes de nuit, etc. Vraiment sur le côté accompagnement terrain, c'est ce qu'on privilégie Oui, absolument. mais je pense qu'en effet, c'est un terme aussi commun entre tous les trois, l'accompagnement et l'accompagnement des usages pour lever les irritants. Alors, je vous propose d'avancer sur la thématique qui est la gouvernance et le pilotage des métiers. Alors là, la question finalement que je vous pose, c'est comment animer une gouvernance soignante et administrative en capacité de réfléchir sur les enjeux numériques, de lever les résistances au changement et en même temps mobiliser des pilotes et référents métiers sur le terrain. Comment articuler cette partie gouvernance et la partie terrain? Alors vous avez déjà apporté quelques éléments de réponse, mais comment vous amenez ce sujet-là dans vos organisations? Hum, Jean-Christophe, peut-être? non, Ouais. vas-y. Oui, alors déjà le terrain, effectivement, ça c'est, enfin vous l'avez vu lors de nos présentations, le terrain il est plus, enfin il est plus notre établissement, le terrain il est territorial. Oui. Et ça c'est quand même, ça a déjà été c'est un défi supplémentaire dans la gouvernance et comment répondre à cette gouvernance et un dialogue qui du coup est élargi avec des attentes, des spécificités qui sont assez différentes. Donc ce qu'on a mis en place sur Nancy, sur on va dire l'activité principale du système d'information, c'est le dossier patient. Enfin, il y a toutes les briques qui vont à côté, mais c'est bien ce dossier patient informatisé, cet ERP, qui draine finalement une grosse partie du système d'information, puisque c'est la prise en charge des patients. Et c'est un des premiers axes qu'on a renforcé il y a maintenant 6 ans, je crois. Puisque du coup, on avait fait le constat avec la direction des soins, avec le département de la qualité, avec la commission médicale d'établissement, qu'il y avait une gouvernance éclatée autour de la gestion du patient et du dossier patient. Parce qu'il y avait à la fois le dossier patient qui maintenant était numérique, il y avait à la fois le dossier patient qui était les archives et qui du coup était encore un autre volet pour tout ce qui était ce qu'on appelle l'accès dossier. Et il y avait après la partie qualité avec des actions de certification et sur lequel on était aussi sur la prise en charge des patients et sur comment le numérique permettait de le faire. Et donc on a regroupé, et ça je trouve que c'est une des instances qui marche très très bien dans notre établissement, alors que d'autres sujets de mon périmètre, je l'évoquerai, sont pas aussi flamboyants. On a créé ce qu'on appelait le CODOPAT, c'est le comité opérationnel du dossier patient qui était au CHU. Et après, on a rajouté un T territorial quand on a commencé à déployer le dossier patient convergent sur les établissements. Et dans ce codopathe, on a l'ensemble des corps de métier qui sont présents, la qualité, la CME, la direction des soins, et des représentants des établissements, la pharmacie, imagerie, etc. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Et on a des représentants des établissements qui ont été désignés par le comité stratégique, puisque du coup, dans le cadre de la gouvernance territoriale, il y a un comité stratégique GHT, et donc il y a une commission médicale d'établissement. Et donc, ils ont nommé des représentants qui sont chargés d'être présents dans ce codopathe, dont la mission est à la fois de donner de la visibilité sur l'avancement des projets, naturellement la convergence du dossier patient informatisé, mais aussi toutes les briques qui vont à côté. Et puis, soit d'arbitrer, soit de proposer des arbitrages au niveau du comité stratégique qui, lui, est composé des directeurs d'établissement et des présidents des commissions médicales d'établissement. Et comment animer une gouvernance? C'est en ayant les bons représentants et qui sont impliqués et les bons sponsors. Et je pense qu'on a, je le souhaite pour tous mes collègues enfin, qui l'est, je pense qu'ils l'ont également. On a des gens au niveau de la direction des soins et de la commission médicale très très impliqués sur le numérique. Et c'était pas le cas quand je suis arrivé il y a quelques années où c'était un peu plus dispersé. Et on a réussi à ramener dans ce comité-là donc finalement des gens qui sont les porte-parole et c'est les métiers qui s'expriment, c'est les métiers qui vont proposer l'arbitrage qui fait on est passé d'une approche
de projet technologique à une approche qui est un projet métier, parce qu'avant tout, le numérique, il est juste là pour répondre à un besoin métier et pour amener soit un projet qui a été identifié, soit une transformation, mais il n'est pas là pour offrir juste des briques technologiques. Et du coup, cette instance nous a permis vraiment d'avoir ces sponsors métiers et c'est hyper facilitant. Alors, comme je disais, Ah on l'a oui. pas pu. Il y a des autres métiers plus sur la partie administrative où on n'a pas réussi à animer et avoir ce sponsoring fort, ce qui nous empêche de mener des projets de convergence, notamment sur la partie gamme, parce que du coup, les activités sur tous les secteurs sont forts. Mais voilà, c'est comment animer, avoir un sponsoring métier. Et s'il n'y a pas de sponsoring métier, il ne doit pas y avoir de projet. Sinon, c'est un projet Ouais. technologique et c'est un échec et ça va tout droit. Et donc à la fois un sponsoring métier et puis quelque part un sponsoring, un comité qui fait le lien avec un comité stratégique de GHT pour avoir cette dimension institutionnelle. De ton côté, Hilde, comment ça s'est structuré pour le coup cette gouvernance Donc, on a mis en et puis place ce lien avec le terrain? oui, 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 exactement. Donc, on a mis en place l'année dernière, donc c'est assez récent quand même, une commission de la stratégie et surtout un bureau qui en découle, un bureau pour prioriser et arbitrer en fait les projets. Donc, parce que là, je recevais des mails toutes les semaines de demandes de nouveaux logiciels. Et donc, dans la commission, on a présenté notre deuxième schéma directeur, donc avec des axes stratégiques. Et dans le bureau, en fait, il y a tout un tas de critères sur la présentation de ces projets qui sont en cohérence avec la stratégie qu'on a présentée précédemment. Et donc, on a mis un vrai outil en ligne. Donc, les professionnels ont tendance maintenant à s'en servir pour toute demande de projet, mais c'est pas grave. Ils adoptent toujours les outils qu'on leur donne à disposition. Et donc, dans la fiche, bien sûr, on a présenté qu'ils peuvent aussi nous consulter pour voilà, écrire un peu ce cahier des charges, hein, ce pré-cahier des charges, parce que seul, c'est pas évident de savoir construire ça. Mais on retrouve tous les critères. Voilà, on va aussi dans la cohérence du SI. Parce qu'on leur dit aussi que si on continue à multiplier le nombre d'applications à ouvrir, ça va pas leur faciliter la vie. Donc, dans les axes stratégiques, il y avait justement redonner du temps aux soignants. Et on a l'impression des fois que voilà, faire l'acquisition d'un nouveau logiciel, ça va nous faire gagner du temps et pas forcément. Donc, on essaye de les impliquer dans cette stratégie commune. Donc, ils soumettent leur projet. Nous, il y a une analyse voilà, conjointe. Et après, elle est présentée dans ce bureau. Donc, on se permet aussi d'être flexible dans les bureaux selon le nombre de projets qui ont été soumis par les soignants. Et après, c'est les soignants qui viennent présenter le projet au bureau. On fait voter via Klaxoon à tout le monde. Et on a une fiche projet qui est vraiment on a un format, comme ça, tout le monde s'y retrouve dans la présentation. Et bien sûr, dans ce bureau est représenté tous les pôles, toutes les directions, enfin voilà, c'est vraiment très, très, très transversal pour que tout le monde puisse voter, médecin, cadre, infirmière aussi. Voilà, on a essayé d'être le plus représentatif possible. Et comme ça, D'accord. voilà, il y a vraiment une prise de conscience aussi du Ouais. poids sur tous ces outils numériques nécessaires. Alors, ça a été ta manière d'amener la logique pas de bras, pas de chocolat, pour reprendre la référence cinématographique. Et donc, Laurent, c'est bien perçu cette logique-là finalement? Oui, oui, totalement. Bah, pour ce qui se fait ici, ça se rapproche très fortement des autres établissements. C'est-à-dire que également, on a un groupe dossier patient informatisé qui est vraiment le nœud de l'usage au sein des systèmes d'information. Et ce groupe dossier patient informatisé qui est au CHR, il y a des réflexions avec les experts, des soignants, des médecins. Il est très représentatif de l'établissement, des accueils, des secrétariats médicaux, etc. Et ce groupe dossier patient informatisé travaille sur l'évolution du logiciel et des attentes que les métiers en ont en tout cas. Et ce qui est fait au CHR, on a peut-être un mode un peu différent. On essaye de le transposer aux autres établissements dans la limite de l'acceptabilité et des paramétrages à faire pour chacun. Et pour ça, sur les autres établissements, on a des copies SIH 2 fois par an, voire 3 fois selon la taille de l'établissement, où on met, à travers un diaporama, on met l'ensemble des projets, d'une sorte de portefeuille de projets par domaine, et on valide ensemble les attentes et on voit les priorisations ensemble en fonction des possibilités de chacun, côté DSN, côté métier.
et aussi côté financier, même si c'est déterminé à l'avance, bien évidemment, mais c'est remédié, il y a une remédiation qui se fait très régulièrement pour être au plus près des réalités et des impératifs qu'on pourrait avoir au fur et à mesure de l'année, pour qu'on soit le plus efficace et le plus agile possible, quoi, en fait. Et on a aussi d'autres comités, comme la commission des habitations, qui a un axe fort et qui est décliné au CHR et où on intègre aussi le GHT, avec des exigences fortes sur ces sujets-là. Et dans chaque domaine, application transversale, application administrative, on met autour de la table les experts, on travaille sur les dossiers, comme là récemment, on est sur le portefeuille RH, le coffre-fort numérique, etc. Et c'est des solutions qui sont toujours pensées GHT jusque dans les marchés pour pouvoir les proposer par la suite en étant sûr qu'il y ait une adhésion et que ça emporte la décision sans qu'il y ait de résistance puisque les gens sont bien informés et ont participé au choix. Complètement. Et donc, en effet, là, pour le coup, vous avez trouvé des mots d'adhésion. Alors, beaucoup dans le domaine des métiers soignants. Sur l'administratif, c'est quelque chose qui peut-être va profiter de cette démarche qui a été engagée. Alors, on va avancer là aussi sur la question des usages, hein, puisqu'au final, l'usage est au cœur, hein, de cette transformation. Alors, pour vous, quels ingrédients finalement sont nécessaires pour intégrer une culture de service au bénéfice des professionnels et des usagers, hein, qui sont un nouveau public, et avec une véritable démarche d'amélioration continue de la qualité? Comment vous vous positionnez sur cette question-là? Euh, qui veut prendre la parole sur le sujet? Peut-être peut-être Jean-Christophe? Oui, volontiers. Bah, la manière dont on a choisi de l'aborder, qui est en train d'aboutir pas plus tard qu'en ce moment même, c'est qu'on s'est lancé, enfin, on s'est positionné, enfin, c'est un aboutissement qui sera sans fin puisqu'on s'est positionné dans une démarche d'amélioration continue. Alors, un certain collègue, je fais un petit clin d'œil qui appelle ça la roue de Deming. C'est voilà, on cherche à améliorer sans arrêt notre fonctionnement pour proposer du service de qualité aux utilisateurs et de la valeur ajoutée. Et quand je dis que c'est en train d'aboutir, c'est qu'on s'est lancé du coup par rapport à ça il y a maintenant 3 ans et demi dans des certifications. Et pas pour obtenir la certification ou avoir un petit badge sur la veste, mais plutôt pour se disant, bah, si on parle de qualité, bah, rien de mieux que des démarches certifiantes et des contrôles réguliers qui vont être effectués, des audits externes, des audits internes, pour s'assurer que finalement la démarche dans laquelle on se projetait était réellement faite et était maîtrisée. Et on s'est lancé dans ce chemin-là parce que initialement, on avait l'obligation d'être certifié hébergement de données de santé avec une certification ISO 27001 à la clé et qui était extrêmement structurante et on s'en est aperçu quand on a lancé ça. Alors je dis initialement parce que maintenant c'est plus une obligation, mais on a quand même continué dans ce chemin-là parce que au travers de l'ensemble des procédures qu'il fallait mettre en place, au travers de la gouvernance, des preuves de cette gouvernance, et ben on a vu que c'était un moyen finalement de faire progresser nos équipes, de se professionnaliser encore plus pour pouvoir apporter toujours ce service et garantir la qualité du service et le 24-24-7-7, puisque quand vous êtes dans un hôpital, hein, on est en 24-7-7, les patients, ils ne s'arrêtent pas. Et on a continué sur ce chemin parce qu'on s'est aperçu que, bah, que finalement, il y avait une étape qui était plus si lointaine. Alors c'est quand même un gros travail, une certification, c'est 2 ans à 2 ans et demi de travail. Et pourquoi est-ce que je dis 3 ans et demi? C'est parce que du coup, on a obtenu la certification HDS au mois de septembre de l'année dernière et on s'est lancé dans la certification ISO 20000, alors qui ne doit pas parler à beaucoup de personnes, mais qui est une certification qui s'appelle le management SMS, donc système de management des services. Et qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ce nom-là? C'est que vous allez définir des services que vous apportez aux utilisateurs qui peuvent être de différents niveaux. Ça va être un service de fourniture du dossier patient, un service de remplacement d'un dispositif biomédical, puisqu'on a passé cette certification à l'échelle du département et à l'échelle de notre activité pour 2 raisons, celles que je suis en train d'évoquer. Et donc, on a travaillé depuis 2 ans sur la définition d'un catalogue de services, sur la définition d'accords de service, puisque cette certification nécessite que vous conventionnez avec les services sur les engagements que vous prenez en tant que DSN envers les utilisateurs. Et ce sont les mêmes types d'engagements que ceux
que les éditeurs prennent avec vous et que vous leur demandez de prendre avec vous. Voilà, un 99,9 en termes de disponibilité de produits, une réactivité sur le temps de délai pour traiter des incidents, une obligation de comité de pilotage à fréquence tous les 2, 3 mois, enfin peu importe, c'est à vous de le définir, c'est en fonction du besoin du service. Et ça a été la manière finalement de se structurer parce que ça englobe tout un tas d'animations dans les équipes, beaucoup de rituels du coup qui sont aussi décrits, qui sont aussi obligatoires, des rituels d'animation quotidienne pour la gestion des incidents, mensuels plutôt pour des rituels un peu de pilotage où on va prendre un petit peu plus de recul. Et donc, on s'est lancé là-dessus aussi pour la raison, parce que tel que je vous l'ai décrit, mon département, c'est comme des cultures différentes. Et c'était la manière aussi de parler tous le même langage. Un ingénieur informaticien parle le même langage qu'un ingénieur biomédical, parle le même langage qu'une coordinatrice de secrétariat qui va gérer un pool de secrétaires. Et ça nous a permis d'harmoniser aussi ce fonctionnement pour avoir tous la même culture, qui est une culture du service et de l'engagement et de la qualité. Peu importe qu'on soit entre guillemets dans la cave quand on est à la production et qu'on n'est jamais en contact avec les utilisateurs, ou alors qu'au contraire on est dans une logique d'accompagnement parce qu'on est dans l'équipe du dossier patient, on doit tous avoir la même logique du service, de l'obligation de service et des bons réflexes en cas d'incident parce qu'on sait quel est l'impact que cet incident va provoquer, la désorganisation qu'elle va amener dans le service. Donc, pourquoi est-ce que c'est en train d'aboutir? Puisque la certification, on l'a clôturée hier midi et c'est extrêmement positif. Et donc, on devrait avoir cette certification officielle d'ici 1 ou 2 mois. Mais pour moi, c'était vraiment la démarche. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que du coup, les agents qui ont tiré une sacrée tronche quand ils se sont dit encore une certification, encore du travail, se rendre compte de la cohérence de tout ça, se rendre compte que on a mis des câbles, donc on a mis des revues, enfin c'est des câbles, des revues de mise en production, on a mis tout Mhm. un tas d'organes qui finalement protègent la production, évitent les impairs. Ah mince, j'avais oublié de mettre ça parce qu'on a des checklists, etc. Et donc finalement cette certification et les services tels qu'on l'a décrit nous obligent à fonctionner d'une manière et on a des auditeurs internes qui viennent, qui ont fait tout ce travail, qui regardent, qui sont des gens du service, qui vont regarder que les collègues ont bien appliqué et vont demander la preuve du compte rendu et vont demander la preuve que la revue de mise en production a bien été faite et que les cases ont été cochées. Et ça nous permet de sécuriser aussi notre fonctionnement. Donc voilà la manière dont on l'aborde. Oui, 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 l'ISO comme un levier de changement culturel, mais aussi de professionnalisation, hein, c'est vraiment une démarche très très intéressante. Alors, Laurent, toi, tu avais des exemples aussi sur le travail avec les usagers, avec la commission des usagers. Tu as mené des projets qui, pour le Oui, coup, oui, oui, totalement. Sur le travail avec les usagers, on les implique sur différents projets. Ça, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, en effet. Par exemple, sur la mise en place du géoguidage dans nos établissements, à travers la commission des usagers, on les a sollicités pour, avant tout le monde, pouvoir télécharger l'application, la tester et voir si ça convenait et les améliorations apportées avec eux. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait en commun également ou aussi à travers notre portail patient Ville-Hôpital qui s'appelle Ma Santé Sillon chez nous, ou par exemple, quand on a constitué un questionnaire d'anesthésie qui incrémente directement le dossier patient, mais auquel le patient peut répondre du domicile et autres, c'est quelque chose qu'on leur a fait tester avant de le mettre en production, parce qu'on avait bien le côté médical avec les questions qui vont bien, mais on voulait aussi savoir si ça correspondait bien et en fonction des retours qui a eu lieu, ça s'est fait aussi à travers la commission des usagers, mais ça s'est fait aussi avec les anesthésistes qui sont allés voir des patients directement dans les chambres ou en ambulatoire par rapport à ce qui avait été répondu ou qu'on bien voulu accepter, participer et travailler sur le sujet. C'est quelque chose qui nous a, qui a élevé. Il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues et qui ont été corrigées comme ça. Donc ça, c'est une démarche qui a été poussée par la qualité et qui fait que c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer à chaque fois que c'est possible. Après, oui, il faut mettre- juste pour revenir très rapidement sur l'ISO 27001, totalement en phase avec ce que Jean-Christophe a dit, bien évidemment, nous, ça a élevé notre niveau de maturité très clairement. Après, pour pouvoir le mettre en place, c'est vrai que c'est très chronophage et il faut avoir les ressources pour pouvoir le faire. Malheureusement, je pense pas que ce soit donné à tous, hein, parce que c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Mais par contre, en effet, ça sécurise les process. Ça nous permet de prendre le temps qu'on ne prend jamais auparavant, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Et comme on a des échéances là-dessus, ben forcément,
on doit s'y tenir et tout le monde se met en ordre de marche pour pouvoir les respecter. Et on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est une culture, nous on a eu l'assertif en mars dernier. Là, on repasse comment dire, la vérification au bout d'un an et on se remet en marche et on voit ce qui a été, enfin, on s'est mis en marche tout au long de l'année, bien évidemment, mais là, on est en train de reprendre tous les points et comment ils ont évolué par rapport à la dernière visite. Et ça va vraiment dans le bon sens et ça nous permet vraiment d'élever la maturité et de sécuriser l'ensemble. Voilà. Mais, et d'autres établissements plus petits s'engagent sur des démarches ISO. Ouais, c'est pas une exclusivité quand même des grands Bien, centres. C'est bien sûr. possible, du moins qu'il y a la volonté. Alors justement, en termes de méthode, toi, Yves, tu as aussi une démarche vers les méthodes agiles parce que tu as une équipe de développement, c'est ça? Oui, donc on a quelques développeurs, toujours toujours mon cheval de bataille du début, hein, pour faire redonner du temps aux soignants et s'adapter au plus proche de leurs besoins. Donc on a ouais, quelques développeurs et on est vraiment dans la méthode agile de voilà de développer une brique, faire tester à l'utilisateur, améliorer avec ses retours et on continue comme ça. Donc vraiment dans la philosophie de la méthode agile en Oui, séquençage des actions. et finalement, cette méthode, tu l'as appliquée à d'autres domaines. Oui, oui, voilà. Sans aller à fond dans c'est vraiment plus dans la philosophie avec les équipes Mhm. où voilà, on revient et on améliore au fur et à mesure. C'est une démarche qualité en fait, hein, tout Oui, simplement. très, Mm. très, très bien. Alors, on va continuer sur une autre thématique. Un autre domaine de levier qui sont les métiers. Donc en effet, évidemment, vos DSN, ce sont des humains, c'est beaucoup de gestion des hommes. Alors pour vous, quels sont les nouveaux métiers qu'il faut anticiper dans la DSN et notamment ceux qui sont en capacité de construire des ponts, puisqu'évidemment, il y a plusieurs cultures, vous l'avez dit plusieurs fois, entre les différents domaines, que ce soit de l'ingénierie, mais aussi des nouveaux cœurs de métier, secrétariat, etc. Et puis finalement de conduire des projets qui étaient jugés complexes, voire inaccessibles avant, et qui peut être une vraie différence pour la DSN de pouvoir conduire ces projets-là. Qui peut commencer sur ce sujet? Alors, peut-être Laurent? Laurent, si tu Laurent, veux, sur moi. comment tu positionnes les nouveaux métiers? Très bien. En fait, nous, ce qui est apparu là, ces dernières années, c'est, bon, bah, tout le monde en a bien conscience, c'est l'émergence forte sur la partie cybersécurité. Donc, nous, ça a été un véritable besoin parce qu'on n'avait pas de TP dédié, d'agents dédiés à cela. Et du coup, on avait besoin de la transversalité sur l'ensemble de nos départements, que ce soit réseau, système, etc. Et on avait aussi besoin de personnes qui puissent vérifier, faire de la sécurité opérationnelle et aussi aller taper à la porte quand il manquait des choses parce que les équipes étaient très débordées. Donc là, on a réussi à créer 2 postes ces 2 dernières années et on n'a qu'à se féliciter. C'est ce qui nous a aussi permis, contribuer en tout cas fortement à obtenir la certification et aussi au quotidien du maintien en condition des différents patchs. Des alertes qu'on a sur les mails qui frauduleux et tout ce qui a à traiter au quotidien qui est très chronophage. Et aussi sur toutes les améliorations à apporter dans le cadre des différents référentiels de sécurité qui nous tirent vers le haut, hein, comme les auditors DAD, comme les parties de paramétrage, de cryptage, de mots de passe, de double authentification, de contrôle des accès distants et enregistrement vidéo. Voilà, toutes ces parties-là, c'est vraiment des usages qui sont traités chacun dans des départements, mais qui doivent être supervisés et accompagnés quand il y en a besoin, et aussi être des sources supplémentaires qui viennent en renfort quand les équipes n'ont pas suffisamment de temps. Donc ces 2 personnes-là chez moi sont bien concentrées à ça, et c'est ce qui a été vraiment probant ces 2 dernières années, en tout cas de manière forte. Et aussi les métiers qui sont apparus chez nous, qui n'étaient pas forcément utilisés, c'est toute la partie liée aux entrepôts de données de santé sur les data analystes, data managers. Bon, c'est une équipe mutualisée qui n'est pas forcément qu'à la DSI, qui est dans une centre d'ingénierie de la donnée hospitalière chez nous, mais avec qui on travaille fortement. Et tout ça, il y a des liens très très forts et on voit que les besoins sont de plus en plus forts. Et aussi pour la partie intelligence artificielle, par exemple, dernièrement, des sujets qui ont été vus avec mes homologues sur
sur le langage naturel et l'intelligence artificielle générative qui peut apporter vraiment des choses très très intéressantes au niveau des services métiers et auquel cas on est en train de dégager des ressources aussi pour ça au sein de nos équipes. Ouais, donc plutôt des domaines d'expertise pour développer les usages pour les métiers. De ton côté, Jean-Christophe, quelle était l'approche? Bah, l'approche, elle va forcément être dépendante en fait de l'existence. C'est pour ça que il y a les nouveaux métiers et il y a les métiers nécessaires. Donc je vais faire une réponse aussi sur ces deux sujets-là. Les métiers nécessaires parce qu'on voit qu'on a pu le témoigner, qu'on est dans une logique, enfin que je vais appeler de professionnalisation, parce que du coup aujourd'hui le système d'information étant tellement prégnant et tellement nécessaire que on doit être sur une fiabilité qui est extrême. Et pour y arriver, bah, il y a tous les leviers, il y a tous les sujets, il y a il y a aussi les ressources humaines, il y a le sujet financier, il y a la nécessité de communication, de faire comprendre. Donc sur les métiers nécessaires, je suis dans une DSN, il y a besoin d'avoir des métiers plus traditionnels, j'estime, en fonction de la taille, des profils type contrôleur de gestion. Enfin, je n'ai pas trouvé d'autres noms que ce profil-là, qui vont, parce que du coup, il y a des fonctions et des finances qui sont dans l'établissement, il y a des fonctions contrôleurs de gestion qui sont associés, mais on a besoin aussi d'avoir le pendant de notre côté pour garantir que les engagements qu'on a pris lors d'établissement de la feuille de route annuelle, on va bien les tenir sur l'aspect financier, sur cet exemple-là. Donc, ils vont suivre les commandes, les factures, les perspectives d'utilisation de ces fonds en dialogue avec les chefs de projet pour s'assurer que les engagements qui ont été pris par les porteurs de projets dans le département vont bien être traités et que si finalement il y a du retard qui est pris, bah, que finalement que les fonds qui avaient été alloués puissent être attribués à des sujets qui auraient émergé dans l'année. Donc ça, pour moi, c'est un des métiers auquel on va peut-être pas penser en premier. Et je dis, ça dépend beaucoup des personnes, parce qu'en parlant avec des collègues, il y en a qui ont déjà ces profils-là depuis de nombreuses années. En tout cas, moi, je l'avais pas et donc j'ai dû le intégrer. Il y a toute la partie qualité, donc ça aussi, j'ai parlé des audits et autres, donc il faut des profils qui soient pas spécialement dédiés à la qualité, mais qui aient cette casquette et cette responsabilité, cet affichage lié aux actions qualité et au suivi aussi des engagements que l'on va prendre. Donc ça, c'est un peu l'ossature, on va dire, qu'on doit avoir. Après, il y a des nouveaux métiers, en tout cas tels qui commencent à être vus dans nos établissements, parce que c'est des vieux métiers dans d'autres secteurs en dehors de la santé, la notion d'urbanisme et d'architecte. Et ça, c'est un système d'information étant un plat de spaghettis. Donc, quand même, quand on a fait l'exercice cette semaine avec des collègues, on avait entre 300, certains 900 applications. Donc, tout est dans la définition de ce qu'on va mettre dans l'application. Mais on voit que tout ça est lié et qu'à chaque besoin, eh ben, il y a ce rôle d'urbaniste aussi qui devrait être nécessaire pour juger la pertinence de la nouvelle brique qu'on va associer et s'assurer que ce château de cartes, on ne va pas le monter, qu'au bout d'un moment, ça va s'écrouler et qu'on va avoir quelque chose qui devient ingérable. Donc ça, c'est des métiers qui sont enfin, pas compris tels quels par nos directions des ressources humaines parce que c'est des métiers très spécifiques. Et donc, qui dit métier très spécifique dit salaire nécessaire pour aller les chercher. Donc, et ça, c'est aussi un des sujets, alors qui a évolué il y a peu. Là, on va commencer à lire les textes puisqu'il y a eu un réalignement apparemment qui a été communiqué ces 2 derniers jours entre les grilles d'ingénierie des différentes fonctions publiques. Donc, peut-être ça va être un des éléments. Il y a eu des propositions qui ont été faites l'année dernière par notre tutelle de grilles d'embauche plutôt pour des contractuels, donc, mais qui ne sont pas encore totalement redescendus dans nos établissements. Donc normalement, on voit bien que le gouvernement en a pris conscience et commence à nous donner en tout cas des outils. Après, il y a le sujet de l'impact dans les établissements pour pouvoir travailler dans ce sens-là en affichant dans le numérique ces métiers. Et puis, bon, je vais faire une redite de ce que Laurent a dit sur la partie data, mais on a aussi des métiers de la data, mais qui va dépendre de notre organisation. Puisque si je prends mon exemple, toute la partie data, elle va plutôt être associée aux équipes de recherche qui gèrent l'entrepôt de données de santé, mais en travaillant main dans la main avec mes équipes informatiques. Mais peu importe finalement où sont placés ces profils de data analyst, data manager, on voit que c'est des métiers aujourd'hui qui vont devoir être renforcés si on veut pouvoir du coup utiliser toute la donnée qu'on a collectée ces dernières années et qui pour le moment est dans les outils de gestion et dont il est attendu qu'ils puissent accompagner plus rapidement de manière plus agile la recherche que ce qu'aujourd'hui on est en capacité de faire. Donc voilà un peu des Ouais. exemples et de problématiques de fond, l'attractivité, la partie salariale. Et là aussi, c'est des sujets on pêche finalement, et je pense que ce n'est pas de notre fait, c'est plutôt, on voit les vieux hôpitaux publics, et on pêche parce qu'on n'arrive pas à faire voir que finalement c'est un métier super excitant à l'hôpital
il y a des carrières super sympas à faire parce que du coup, il y a une complexité intellectuelle dans tous les projets qu'on va mener. Et du coup, c'est vrai que voilà, si on arrivait à faire comprendre ça, que finalement, dans un hôpital, il n'y a pas que des docteurs, il y a pas que des patients, mais il y a aussi toutes des fonctions support avec des carrières vraiment intéressantes et plus intéressantes que dans d'autres secteurs à mener. Ouais, peut-être qu'on se faciliterait aussi un peu la vie par rapport à ça. Peut-être que les gens viendraient Et toquer à peut-être, notre porte et plutôt que peut- et d'aller les peut-être, chercher. et peut-être qu'un profil de contrôleur de gestion peut aider aussi à trouver À à faire trouver les comprendre ça. bons mots. C'est ça. Très bien. Yves, de ton côté, Bah, je vais pas répéter le côté urbaniste puisque ouais, ça vient ouais, d'être dit, mais j'avais exactement la même idée. Pour vraiment répondre au côté nouveau métier, bah, je reste sur mon fil rouge. Nous, ce que je ressens là, c'est qu'il y a un besoin aussi d'avoir ce poste d'être d'une personne capable d'être en capacité d'écrire un cahier des charges au plus proche et d'accompagner les utilisateurs à l'écrire, parce que si on veut faire un bon dev, donc toujours pour répondre à mes développeurs en interne, il faut quand même avoir des cahiers des charges assez précis et bien construits. C'est quand même une compétence assez spécifique aussi. Et du coup, voilà, moi, c'est un nouveau métier que je vois bien chez nous. Alors, on pourrait se dire que c'est pas forcément à la DSN, hein, puisqu'il y a vraiment aussi cet aspect conduite du changement, réorganisation d'équipe. Mais voilà, moi, c'est une nouvelle compétence que je pense qu'on va devoir acquérir. très, très, très bien. Alors, pour boucler sur les thématiques, on en a parlé un petit peu, mais il faut quand même évoquer en effet l'organisation territoriale, puisqu'en fait, pour ceux qui ont une organisation territoriale, finalement, la question, c'est comment trouver un équilibre entre la prise en compte des usages locaux, parce qu'il y a des usages locaux et une volonté de les maintenir, et la mutualisation des ressources, qui est évidemment une clé pour pouvoir retrouver du temps. Donc, à cette question-là, tu as déjà apporté tes réponses, Jean-Christophe, mais si tu vas un petit peu plus loin, comment tu veux traiter le sujet de la territorialisation, notamment en termes d'organisation. DSI commune, pas Hmm. DSI commune, c'est les sujets aussi autour de ces organisations. Alors, on est persuadé hein, que parce que comme on a pu l'évoquer longuement, les actifs montent, la territorialisation et là l'engagement et la notion de cybersécurité, la responsabilité qu'on a finalement sur les établissements qui gravitent autour de l'établissement support. Et là également, hein, du coup aujourd'hui, on a une responsabilité de sécuriser les établissements qui sont dans notre giron et tout ça sans pouvoir du coup y associer les effectifs nécessaires. Donc un des éléments clés, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est bien une DSI unique. C'est bien une DSI qui va mutualiser l'ensemble des fonctions, parce que finalement, voilà, quand on se projette, les effectifs sont là, mais les effectifs sont en responsabilité dans ces petits établissements de faire tourner leur propre système d'information et ne peuvent pas être dirigés, redirigés comme ça sur des projets de mutualisation et de convergence. Sinon, ça ferait dysfonctionner totalement leur établissement. Donc, ouais, aujourd'hui, on doit trouver des solutions pour accélérer la convergence parce que le modèle sur lequel on a travaillé, c'est bien une DSI mutualisée en gardant des fonctions. Alors, on ne parle pas de mutualiser physiquement, on n'en est plus à cet âge-là. Je pense que les gens peuvent habiter dans leur propre établissement et puis travailler dans des fonctions mutualisées. Et c'est ce qu'on a fait sur tous les périmètres qui ont été convergés. Mais c'est bien une DSI qui soit pilotée d'une manière unique avec des tâches qui seront de gestion pour l'ensemble du périmètre, l'ensemble de la production ou des logiciels qui sont effectués, et puis des tâches plus spécifiques qui vont être, enfin pas spécifiques, plutôt locales, je vais dire, des fonctions qui vont devoir rester locales sur deux thématiques. Ce qu'on va appeler, alors je ne vais pas dire le terme que j'avais utilisé la dernière fois parce qu'effectivement il n'est pas terrible, on va appeler voilà, toute la problématique de gestion des incidents matériels physiques et puis tout un besoin aussi de proximité pour aider à l'utilisation des logiciels. Donc voilà, notre organisation, elle est vraiment aujourd'hui territoriale et elle est encore, on va dire, les fesses entre deux chaises, hein, entre du coup ce qui est déjà convergé et qui est déjà mutualisé et ce qui ne l'est pas encore et qui oblige du coup à la fois à mettre de l'effort sur la mutualisation tout en continuant à faire tourner l'activité de chacun des établissements jusqu'à ce qu'on ait convergé et qu'on puisse prendre un domaine fonctionnel et qui soit totalement mutualisé et qu'on ait récupéré du coup les effectifs qui étaient associés pour pouvoir les redéployer et absorber cette augmentation des actifs. Et pour toi, Hilde, d'après toi, sur cette question-là, est-ce qu'il faut aller vers une obligation? Est-ce que il faudrait que quelque chose bouge à ce niveau-là? Ou Ouais, est-ce en qu'il tout cas, que ce soit plus clair, aujourd'hui les textes sont très flous, donc ça laisse des marges de manœuvre énormes et c'est, bah voilà, le flou c'est jamais sain
pour une organisation simple. Et oui, je pense qu'une réglementation claire dessus, ce serait vraiment aidant pour la mise en place. On a une forte demande du terrain, justement, voilà, d'avoir un dossier patient vraiment unique pour que voilà, les professionnels qui travaillent à différents endroits sur le territoire, ça leur facilite la vie. Et aujourd'hui, nous, on avance énormément, mais c'est vrai que voilà, un texte clair, ça permettrait d'avancer encore plus vite. Oui, d'accord. Et pour toi, Laurent, pour le coup, tu as mis en place une gouvernance, c'est ça, sur le territoire avec un copil? Oui, oui, tout à fait. On a un copil mensuel du GHT, des responsables informatiques et des intervenants experts quand c'est nécessaire sur les différentes thématiques qui sont traitées mensuellement. Et c'est quelque chose qui avance assez bien. Là, on est en cours de migration du quatrième établissement MCO sur les annuaires, par exemple, sur du dossier patient. Et ça, c'est des sujets qu'on retravaille et on déporte les équipes d'experts, bon, j'imagine comme dans beaucoup de GHT, vers les établissements qui en ont le besoin. Mais ça, il faut aussi, comme le dit il, un texte clair parce que donner des ressources, refinancer, la partie hiérarchique fonctionnelle à mieux définir. L'objectif, tout à fait en phase aussi avec Jean-Christophe, c'est d'une DSI unique, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est vraiment la convergence qui peut amener à cette DSI unique parce que je vais prendre l'exemple d'experts réseau, par exemple, qui sont sur deux solutions différentes. C'est très, très compliqué à suivre et c'est ce qu'il faut éviter de faire. Donc, essayer de prendre le meilleur à chaque fois que c'est possible et les compétences sur des outils connus de tous. D'accord, très bien. Ok, donc pour le coup, l'idée de la DSI commune, c'est quand même quelque chose qui doit s'imposer pour tout le temps. Alors, on a fini nos échanges en termes de questions-réponses. J'ai surveillé avec mon collègue un petit peu les différentes questions. Finalement, vous y avez répondu hein, au fil des échanges. Il y a peut-être une question que l'on a eue auquel vous n'avez pas encore répondu. C'est quel est le niveau de maturité de vos éditeurs sur l'adaptation des logiciels à un fonctionnement de GHT multi-établissement? Multi-EJ. Alors, pour vous, les éditeurs, quel est leur poids dans ce débat? Bah, leur rôle, il est juste hyper critique parce que du coup, c'est bien eux et leur logiciel qui vont nous permettre de mettre en œuvre toute l'ambition qu'on vient de vous exprimer. Leur maturité, elle est variable en fonction du périmètre applicatif qu'ils embrassent, hein. Si on parle du dossier patient informatisé, des briques sont multi-entités juridiques, mais il n'est pas totalement encore développé sur une logique de travail territorial, dans le sens où, je le constate sur mon secteur, on a beaucoup de médecins qui interviennent dans les établissements de proximité pour pouvoir faire de la consultation, voire même intervenir sur des opérations, et on n'a pas un logiciel de programmation de logique sur le parcours. C'est-à-dire que j'ai ma consultation à Lunéville, je vais programmer l'opération qui va être effectuée à Nancy dans 3 semaines. Donc oui, on a des briques de partage dans ces logiciels qui sont convergés, on a des briques de gestion d'identité unique quand on a convergé tout en gardant la multi-entité juridique. Mais donc ça a quand même bien évolué. Donc ça, c'est comme un niveau, on va dire que le niveau de maturité est plutôt acceptable. Mais il y a encore un grand pas à faire si on veut être vraiment sur une logique de multifonctionnement établissement plutôt que de multi-entité juridique. Mm. D'accord. On sent que Alors, la dynamique est ouais, lancée par les éditeurs, mais elle n'est pas encore finalisée du tout, hein. Donc, il ouais, faut maintenir la dynamique. eux aussi sont en transition, clairement. C'est ça. Très bien. Alors, juste pour terminer, donc, pour aller plus loin, donc bon, Wayom a mis sur pied une formation hein, sur la transition vers la DSN pour ceux qui souhaitent donc aller plus loin sur ces sujets-là. Et de votre côté, en mot de conclusion, les uns et les autres, quelle est l'action finalement que vous voulez conduire en priorité là dans les mois à venir pour, par exemple, développer les usages? Vous avez peut-être un beau projet à nous mettre sous la dent? Et, Je suis peut-être que désolé, Alain, Laurent, Bonjour Christophe, je te laisse répondre non, non, peut-être. moi je vais aller très vite, hein, je suis désolé, Alain, je vous ai déjà confié la réactualisation de mon schéma directeur du système d'information du GHT, donc on va déjà le terminer dans les quelques semaines, on verra après. voilà. Toi, Laurent, t'as un beau projet, je crois? Non, non, mais on a des ambitions assez fortes comme tout le monde. Ici, on a deux gros objectifs il y en a beaucoup, hein. Comme dit Jean-Christophe, il y a un schéma directeur avec énormément de choses qui s'appuient sur ce que les pôles ont demandé et les établissements, bien évidemment.
Mais là, on va dire que pour l'année 2024, deux gros sujets, bah, c'est de continuer les convergences, enfin trois, continuer les convergences et déployer ce qui ne l'est pas au niveau de l'informatisation dans certains services. Je pense aux EHPAD ou d'autres choses, bloc opératoire sur certains établissements aussi. Et nous, on a un projet de SAE pour décharger un peu le dossier patient avec valeur probante, etc. Et retirer le papier dans nos archives. Et le deuxième sujet sur lequel on avance fort depuis un an, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le portail patient ville-hôpital, sur lequel on a des ambitions très très fortes, où il y a un taux d'inscription qui est assez fort et des démarches administratives et médicales qui s'intègrent au fur et à mesure. Bon, c'est chronophage, ça répond au service. Maintenant, les utilisateurs et les soignants viennent nous voir, médecins, pour pouvoir entrer dans la démarche parce que c'est quelque chose qui prend vraiment. Et la meilleure remontée, c'est la satisfaction des patients qui commencent à voir leur médecin en disant ça, c'est pas mal. Et du coup, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pour ceux qui connaissent pas, bien sûr, beaucoup connaissent le sujet. Et voilà, donc ça, tout ça, c'est très valorisant, ça donne du sens à tous. Et c'est un partage qui part du patient, qui passe par les soignants et qui est mis au service de l'ensemble des fonctions support qui répondent aux besoins et des patients et des métiers. Et ça, Ouais, c'est la plus belle ouais, réussite. un beau projet de DSN. Alors, Hilde, je te donne, Ah bah, moi, j'ai t'as eu quand même le un mot de, très beau t'as eu le mot du projet pour début. 2024. On ouvre le nouvel hôpital. Donc, Ouais, voilà. en effet. Ouais. Ça va être un gros, D'accord, donc gros ça sera, projet ouais, et où on essaye de faire pas mal d'innovation et d'être le numérique au cœur de la prise en main de ce nouveau bâtiment par les soignants. ouais, Donc, très simplement, on a 40 nouveaux projets en cours. Donc, voilà, ouais. c'est mener tout Donc, ça de front ouais. en maintenant tout ce qu'on a évoqué lors de ce webinaire. Ouais. Le contact Merci terrain que beaucoup. tu apprécies, tu vas pouvoir le vivre pleinement. Très bien. Super. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de journée. Et puis encore merci pour votre participation et merci à nos invités pour toutes ces idées enrichissantes. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. revoir à Merci tous. pour Merci. Au l'invitation revoir. et Au l'écoute. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.